Merci de nous avoir rejoints. Depuis plusieurs mois, les directions financières évoluent dans un contexte marqué par une forte incertitude et une pression accrue sur le cash. Dans ce cadre, le pilotage de la trésorerie est devenu un enjeu central, à la fois stratégique et opérationnel. Et donc, l'objectif de ce temps d'échange est de prendre du recul sur ces différents enjeux et ensuite de voir comment ils se traduisent concrètement dans les pratiques et les outils du quotidien, donc notamment avec Agicap. Donc on va d'abord revenir sur les enseignements clés de l'enquête qui a été menée par Agicap auprès de plus de 500 directions financières européennes, que Joseph va vous présenter dans un instant. Et ensuite, je prendrai le relais pour faire le lien entre ces constats et les fonctionnalités d'Agicap afin de montrer comment elles répondent concrètement aux enjeux de pilotage du cash. Je vais laisser la parole à Joseph qui va démarrer avec un rapide tour d'horizon sur Agicap. Ici, là, vous pouvez voir le sommaire de tous les sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Euh, voilà, je laisse la parole à Joseph. Merci beaucoup, Hippolyte. Bonjour à tous. Ravi de vous présenter cette étude que nous avons menée pour les priorités 2026 des directions financières. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore Agicap, on est un outil de gestion de trésorerie pensé pour les PME et les ETI. Et puis, du coup, on réalise aujourd'hui plus de la moitié de notre chiffre d'affaires en dehors de France. Donc, on est une entreprise lyonnaise qui a progressivement s'est ouverte à l'international. Et on a récemment ouvert notre dernier bureau à Austin, au Texas, en juillet dernier. On couvre aujourd'hui 8000 clients et on a aussi la chance d'avoir un réseau très dense de partenaires commerciaux et technologiques comme B-Workshop. Et justement, tout notre but, c'était de mieux comprendre les priorités à la fois de nos clients, mais aussi des personnes qui ne nous connaissent pas encore, pour déceler les grandes tendances en matière de gestion de trésorerie pour 2026. Si je vous présente plus en détail notre étude, donc c'est une étude qu'on a menée au début du deuxième semestre 2025, avec une volonté prospective sur 2026. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est, vous avez vu, on a une couverture à l'étranger assez importante, et donc on a voulu comparer les priorités selon nos différents marchés. À la fois dans l'Union européenne avec la France, le Royaume-Uni et la France, l'Allemagne et l'Italie, pardon, mais aussi en dehors de l'Union européenne avec le Royaume-Uni. Et on voulait aussi comprendre quels pouvaient être les facteurs qui avaient une forte influence sur les priorités retenues par les directions financières. Et donc c'est pour ça qu'on a fait un choix volontaire d'avoir un spectre assez large dans les entreprises sondées, à un chiffre d'affaires qui va de 10 millions d'euros à 1 milliard. Juste un point très important d'un point de vue méthodologique, tous les résultats qu'on va vous montrer ont été obtenus grâce à un institut de recherche indépendant qui s'appelle Innofact. Et pourquoi est-ce qu'on a utilisé cet institut tiers? C'est pour être certain que l'ensemble des personnes interrogées n'utilisent pas Agicap. Donc tout ce que vous allez voir, ce sont des personnes qui ne sont pas clients Agicap, et donc il n'y a pas de biais avec leurs réponses. On voulait justement avoir quelque chose le plus objectif possible. Si on va regarder, il y a un peu trois grands éléments qu'on veut vous partager aujourd'hui. Donc, bien évidemment, voir quelles sont les priorités retenues par la direction financière pour 2026 dans le contexte actuel et ses difficultés. On voulait aussi voir quels étaient les plans d'action que les directions financières ont priorisés pour mitiger, atténuer les effets des externalités négatives qu'on a vues en 2025. Et après, on a aussi vu que malheureusement, il y a certains obstacles, il y a certaines difficultés pour lesquelles les directions financières n'ont pas les réponses aujourd'hui. Et du coup, on voulait aussi vous montrer ces difficultés-là, voir avec vous si vous expérimentez les mêmes, et surtout essayer de comprendre quelles sont les causes derrière ces difficultés et pourquoi les directions financières n'arrivent pas à trouver une solution. Du coup, sans plus attendre, la première chose qu'on voulait partager avec vous, c'est du coup le fait que les directions financières pour 2026 ont choisi des mesures attentistes
Donc, on va y revenir juste après. Mais enfin, tout l'enjeu, c'est dans un climat d'incertitude, tous les projets d'investissement ont été repoussés et l'accent a été bien davantage mis sur le contrôle des coûts, mais aussi l'optimisation du résultat financier grâce à l'investissement, le placement des liquidités excédentaires. Et donc, on voit qu'il y a vraiment un réel gap entre ces deux priorités. En France, on y a à peine une direction financière sur cinq qui priorise des investissements stratégiques pour 2026. Et les investissements stratégiques, quelle est la définition qu'on leur donne? Ce sont tous les moteurs de la croissance. Donc, ce sont la recherche et le développement, les fusions-acquisitions, l'ouverture de nouveaux marchés, les CAPEX. Et du coup, on voit que 4 entreprises sur 5 décident de repousser ces investissements fondamentaux pour financer la croissance, pour se concentrer justement sur leur profitabilité et sur la maîtrise de leurs coûts. Donc, si on regarde un peu plus en détail maintenant, ici, vous avez notre top 6 des priorités pondérées. Donc, la façon dont on a fait notre sondage, on a interrogé donc nos 500 directions financières et on leur a demandé de classer, enfin de choisir, pardon, euh, 3 priorités parmi les 12 qu'on rencontre le plus souvent avec les clients qu'on accompagne. Et donc, ici, on est venu pondérer leur choix. Donc, on a attribué un score plus important à la priorité numéro un qu'ils mentionnaient. Et puis, on a bien évidemment accordé un score moins important aux priorités qu'ils ont classées en numéro 2 et encore moins important aux priorités retenues en numéro 3. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on revoit justement ce que je vous disais à l'instant sur les résultats non pondérés. En premier et en deuxième position, on voit justement l'augmentation du résultat financier grâce au placement. Donc, comment est-ce que je peux mettre à profit ma trésorerie excédentaire de façon fiable, parce que je sais que j'ai besoin de la faire fructifier avant de la déployer avec un investissement. Et aussi, comment est-ce que je peux faire pour, du coup, accroître cette trésorerie excédentaire avec un contrôle des coûts plus strict. Et du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve avec uniquement en cinquième position la préparation des investissements stratégiques qui sont repoussés dans le temps. Et c'est intéressant de regarder aussi du coup les autres priorités retenues. On voit en priorité numéro 6, par exemple, qu'il y a une optimisation du résultat financier qui se fait également, cette fois-ci pas par l'augmentation, mais plutôt par la diminution des charges financières, avec le recours moins fréquent, par exemple, à des formes de financement onéreuses. Et puis après, on va revenir sur les priorités 3 et 4, vous allez voir, qui sont largement dues au contexte. Donc, le message aussi qu'on voulait faire passer, c'est que quand on a vu ces résultats-là, on n'a pas été très surpris. Si on regarde les rapports de place qui ont été sortis en 2023, en 2024, c'est à peu près les mêmes stratégies qui ont été mises en place, ce sont les mêmes priorités qui ont été retenues. Mais, il y a un mais, on considère aujourd'hui que le contexte est quand même nettement différent de ce qu'on a vu en 2023 et en 2024. Et donc, il y a potentiellement un décalage entre les priorités retenues et le nouvel environnement macroéconomique dans lequel on opère. Donc, si on regarde un peu plus en détail, bon, je pense que ça n'a échappé à personne. On a connu une hausse des taux directeurs de la Banque centrale européenne très forte en 2023-2024, ce qui a eu bien évidemment un impact énorme sur les coûts de financement, notamment pour toutes les entreprises qui avaient des dettes à taux variable. Et aujourd'hui, on assiste à une réduction de ces taux directeurs. Donc, pour le moment, ils sont plats à un peu plus de 2%. Mais vous voyez, en l'espace d'un an, on a vu une réduction de 200 points de base, donc presque une division par deux des taux directeurs. Et ça, évidemment, ça a un impact sur la performance des placements qu'ont les entreprises. Donc, il y a tout un enjeu sur se dire, OK, certains produits financiers qui me garantissaient un taux d'intérêt fiable, quasi sans risque et intéressant à 3 à 4%. Aujourd'hui, je ne l'ai plus. Les taux sont plus faibles. Et donc, comment est-ce que je peux faire pour diversifier mes produits financiers pour avoir quand même une certaine performance? Et comment aussi, peut-être, je peux faire pour placer plus longtemps, pour avoir des taux plus intéressants? Et aussi, comment est-ce que je peux faire tout simplement pour pouvoir placer plus en étant certain que cette liquidité placée ne sera pas nécessaire plus tard.
Ça, c'est le premier point très important. Le deuxième point aussi, c'est qu'il y a quand même un effet positif à cette réduction des taux, c'est la diminution du coût de l'endettement. Donc aussi, il y a peut-être une opportunité à saisir maintenant dans un contexte où les taux des nouveaux emprunts négociés sont bien inférieurs à ce qu'on a pu voir au pic fin 2023. Et du coup, il y a aussi un effet enfin, il y a une opportunité à saisir éventuellement dans le parce qu'on pense avoir atteint un point bas dans les taux négociés. On traverse une crise actuellement avec la négociation du budget, donc il y a des chances que ces taux puissent repartir à la hausse dans un moyen long terme. Et du coup, c'est intéressant de se poser la question de se dire, est-ce que il ne faut pas profiter des taux plus bas aujourd'hui pour justement négocier des refinancements, des projets avec une perspective euh, plus long terme. Donc peut-être qu'aujourd'hui, c'est le moment d'aller chercher les financements nécessaires pour ces projets stratégiques. Et enfin, ce qu'on voulait aussi vous montrer, donc, c'est le fait que l'incertitude, elle ne va pas s'atténuer, donc on ne peut pas se dire repoussons nos projets à plus tard, on finira bien par arriver dans une situation de plus en plus stable. C'est faux. Ce qu'on constate, c'est plutôt le contraire. On constate que les événements à forte incertitude deviennent de plus en plus fréquents. Alors, c'est pas nous qui le disons, c'est l'indice d'incertitude mondiale qui est calculé par le groupe The Economist. Vous connaissez peut-être leur journal. Et donc, ce groupe de presse dispose d'une unité de recherche qui fait quelque chose d'assez simple. Ils publient des rapports trimestriels et ensuite, ils ont un indice qui vient mesurer dans ces rapports trimestriels le nombre de fois où le mot incertain, incertitude ou similaire est utilisé. Et donc, c'est comme ça qu'on voit qu'on a certains pics et qui correspondent au Covid, à la déclaration de la part de l'administration Trump de l'augmentation des droits de douane, et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que du coup, les délais entre ces crises se raccourcissent. Donc, ces crises sont de plus en plus fréquentes. Et aussi, ces crises sont à chaque fois de plus en plus intenses. Ça, c'est le fait que on a une interconnexion beaucoup plus forte entre les différentes économies mondiales. Et donc, du coup, les effets se ressentent de façon beaucoup plus critique à chaque crise qui se manifeste. Et ça a des incidences concrètes pour chacune de nos entreprises, donc que ce soit pour vous ou sinon pour vos fournisseurs, vos clients directs. Si on regarde dans les crises qu'on a vécues en 2025, certaines ont eu une incidence très directe, par exemple, sur la volatilité du taux de change. On regarde la paire euro-dollar, on voit qu'on a une volatilité on a peu connue au cours des dernières années. Et donc, toute la question, c'est de se dire, mais comment en tant que direction financière, je peux me prémunir contre ces risques-là. Et c'est pour ça, enfin, si on revient juste sur cette slide d'avant, c'est pour ça qu'on voit dans notre top 6 la priorité numéro 3, qui est justement avoir une meilleure gestion des risques et être capable de modéliser des couvertures pour se couvrir contre le taux de change, si jamais on a des relations à l'étranger, mais aussi des couvertures pour pouvoir se prémunir contre les fluctuations de ces taux d'intérêt pour gagner justement en fiabilité. Et du coup, là maintenant, justement, on peut passer à la deuxième partie, qui est le fait de se dire, OK, comment est-ce que les directions financières peuvent réussir à gagner en fiabilité dans ce climat d'incertitude? Et nous, ce qu'on a vu grâce à notre étude, c'est que c'est surtout les lacunes en matière de prévision qui expliquent pourquoi les entreprises n'arrivent pas à se projeter dans le futur. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que les entreprises enfin, les directions financières en sont conscientes. Un tiers d'entre elles savent que leur priorité va être en 2026 d'améliorer leurs prévisions de trésorerie. Et toute la question, c'est de savoir est-ce que ce sera les prévisions long terme ou les prévisions court terme. La réponse, ce sont les prévisions long terme qui remportent la majorité des suffrages. Et tout l'enjeu, du coup, enfin, on comprend pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir cette projection améliorée à plus de 3 mois pour justement comprendre quelle est sa marge de manœuvre financière et quels sont les grands choix déterminants qui doivent être faits en matière de trésorerie pour savoir si un financement, par exemple, doit être obtenu et quelle est
le montant de ce financement. Donc, c'est important de savoir quand ce financement doit être planifié, de réussir à dimensionner ce financement, puisque ensuite, ce ne sera pas du tout le même travail pour l'obtenir. C'est beaucoup plus simple d'avoir un prêt intra-groupe si jamais vous faites partie d'un groupe avec une holding qui peut vous accompagner, plutôt que d'aller devoir négocier avec des banques ou d'aller carrément devoir chercher de nouveaux investisseurs pour réussir à faire face à vos potentielles tensions de trésorerie à venir. Donc, si on continue, on voit ici, c'est quand même enfin, forcément, on est un éditeur logiciel, on a voulu s'intéresser à la combinaison entre les priorités retenues et l'outillage disponible. Et on a vu une corrélation très intéressante. Donc, je vous rappelle une fois de plus que toutes les personnes interrogées ne sont pas clients d'Agicap. Euh, et on a vu quand même une corrélation intéressante sur la priorité numéro un. Vous vous rappelez, le fait d'augmenter son résultat financier grâce à une stratégie de placement plus efficace. On a vu une corrélation très forte entre ceux qui avaient choisi cette priorité et ceux qui disposaient d'un TMS, donc un outil de gestion de trésorerie. Donc, vous voyez qu'une écrasante majorité des personnes qui ont sélectionné cette priorité-là disposent d'un TMS. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que on leur a demandé la question de savoir s'ils étaient satisfaits de leur outil. Et on voit que la majorité des personnes qui ont choisi la priorité augmenter le résultat financier ont un TMS, sont satisfaits du TMS, donc ce qui veut dire que la formation a été correctement effectuée, la mise en place a été correctement effectuée, le logiciel est correctement alimenté, la direction financière arrive à l'utiliser à son plein potentiel. Et donc, on arrive du coup à mieux se piloter à court terme, réussir à générer du résultat financier grâce à ce pilotage court terme plus efficace. Et du coup, ça permet de se constituer un trésor de guerre momentané en attendant justement d'avoir des meilleures capacités de planification à plus long terme quand son prévisionnel long terme aura été davantage retravaillé. Si on passe à la dernière partie, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'on s'était aussi intéressé aux difficultés qu'expérimentaient les directions financières. On a vu un chiffre assez fort déjà. Les directions financières avaient un certain statu quo, enfin, avaient un certain mode opératoire pendant très longtemps. Et puis, bien sûr, 2023 et 2024 ont beaucoup mis à l'épreuve ces processus qui étaient déjà en place dans les directions financières avec un tout nouvel environnement. Et du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve avec ce chiffre fort où il y a seulement 5% des directeurs financiers qui estiment que les processus en matière de gestion de trésorerie sont satisfaisants dans l'entreprise. Donc, si on regarde, pareil, on avait mis, on avait mis 10-12 choix pour les personnes sondées sur les principales difficultés que rencontrait leur direction financière. Et il y en a deux qui se détachent nettement du reste du groupe. Et c'est intéressant parce que ce sont des difficultés qui sont d'ordre financier. Donc, si on regarde le premier, c'est les directions financières jugent que les charges financières sont trop importantes pour tout le financement court terme. On va y revenir. Et puis après, les directions financières jugent que le service de la dette, donc ça c'est plutôt moyen-long terme, est lui aussi trop onéreux et donc il l'empêche d'avoir la marge de manœuvre suffisante pour pouvoir investir davantage dans la croissance. Donc ça, c'est un constat qui est partagé par presque la moitié des entreprises européennes. Si on regarde dans le détail, euh, encore une fois, on voit qu'il y a une incidence de l'outillage, donc ça c'est très intéressant, sur tout ce volet, on va appeler la première difficulté, sur tout ce volet lié au financement court terme et donc à toutes les charges liées à ce financement court terme. Donc, par exemple, les frais de découvert, tous les frais liés à la facturage. Et on voit qu'il y a une différence de plus de 10 points de pourcentage entre ceux qui sont équipés d'un TMS, un logiciel de gestion de trésorerie, et ceux qui n'en sont pas équipés. Et du coup, ceux qui ont un logiciel de TMS ont moins tendance à déclarer subir ces coûts-là, parce que justement, ils sont en mesure de les éviter grâce à un pilotage plus fin de leur trésorerie, une anticipation des éventuels comptes, par exemple, qui seraient à découvert dans 2-3 jours, et qui sont du coup capables de faire des virements d'équilibrage, qui sont capables de mettre en place un système de cash pooling pour éviter ces problèmes de découvert, mais qui sont aussi capables de voir quels sont leurs besoins à très court terme,
de voir que leurs réserves actuelles suffisent pour couvrir ces besoins à très court terme, et donc que ces directions financières n'ont par exemple pas besoin de souscrire à un système d'affacturage pour avoir aujourd'hui des liquidités qui finalement ne seront pas si utiles demain. Et donc, elles peuvent se permettre d'attendre le règlement à la date d'échéance de leur facture client. Donc ça, c'est une vision très centrée sur nous avec l'outillage, mais bien sûr, on sait que l'outillage explique une partie du problème, mais pas tout. Et du coup, justement, on a posé la question, c'est le dernier élément que je voudrais partager avec vous, on a posé la question aux directions financières de savoir pourquoi elles n'arrivaient pas à résoudre chacune des difficultés qu'elles nous ont signalées. Et donc ici, on vous a mis le top 4 des priorités, enfin des difficultés, pardon, le top 4 des difficultés signalées par les directions financières sondées. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des problèmes qui sont clairement multifactoriels. Par exemple, le manque de contrôle sur les dépenses effectuées par le reste de l'entreprise. Mais il y a des problèmes qui, eux, ont une raison qui se démarque très clairement des autres, notamment, par exemple, sur les prévisions de trésorerie non fiables, qui est, je vous rappelle, une des priorités majeures pour les directions financières. Et ici, on a été un peu surpris parce qu'on pensait que ce serait un problème davantage multifactoriel avec l'expérience qu'on a d'accompagnement de nos clients, le fait que il faut avoir les bons profils au sein de la direction financière pour être capable de générer ces prévisions de trésorerie. Il faut une collaboration avec les autres départements pour s'assurer d'un alignement, par exemple, avec les équipes commerciales. Mais en fait, vraiment, ce qui ressort de notre étude, c'est le fait que le problème majeur, vraiment l'épine dans le pied des directions financières sur ce sujet-là, c'est la disponibilité et la qualité des données. Et donc, dans la qualité des données, on a creusé, en fait, c'est tous les sujets liés au fait d'avoir une donnée complète, à jour, qui vient alimenter ces différents systèmes. Et on va en parler juste après, mais c'est vrai que c'est un défi majeur avec la multiplication des outils aujourd'hui, que de garantir la fiabilité des ponts entre ces différents outils. Et du coup, peut-être Hippolyte, tu peux justement expliquer le parti pris qu'Agicap a fait sur ce sujet-là. On était bien conscient de ce problème, on est content de voir qu'il est ainsi renforcé par l'étude. Mais en tout cas, justement, Agicap, on veut absolument réussir à adresser ce problème autour de la qualité et de la fiabilité des données. Ouais, ok, merci Joseph pour cette présentation des grandes tendances observées auprès des directions financières européennes. Donc les enjeux sont désormais bien identifiés, incertitude durable, pression sur le cash, besoin de fiabilité dans les prévisions. La question maintenant, c'est plus pourquoi ces sujets sont critiques, mais comment les adresser concrètement dans les opérations du quotidien. Et c'est précisément le rôle d'Agicap, donc une plateforme modulaire tout en un, qui rassemble l'ensemble des leviers de pilotage du cash afin de proposer une offre de bout en bout. Une offre qui est à la carte et sur mesure, donc chaque entreprise active les briques dont elle a réellement besoin. L'idée maintenant, c'est de rentrer dans le concret et de voir comment chaque module peut s'articuler dans le quotidien. Donc on va démarrer par la porte d'entrée, donc qui est le cash management, et qui adresse un enjeu très immédiat, donc savoir où se situe la trésorerie aujourd'hui et comment l'utiliser au mieux à court terme. Donc Agicap permet de consolider les soldes passés, présents et futurs, d'automatiser les paiements, le rapprochement automatique, donc qu'il soit à la fois bancaire et comptable, de générer les écritures comptables associées. Donc typiquement dans ce cas de figure, on évite des doubles saisies. Donc c'est un gain de temps opérationnel. Et en parlant de ce gain de temps, côté équipe opérationnelle, ça se traduit pardon, par donc, ce fameux gain de temps sur le rapprochement, sur les paiements, la production comptable, etc. Et côté plus global financier, donc l'objectif est de réduire les frais de découvert, mieux piloter la facturage, maximiser l'utilisation des liquidités à court terme dans ce contexte où, au final, chaque arbitrage peut compter. Donc ensuite, on place au module Liquidity Planning qui, lui, permet une vision, on va dire, plus structurante et basée sur les prévisions de trésorerie. C'est un point clé de l'étude que vous a présenté Joseph. Beaucoup d'entreprises veulent améliorer leurs prévisions, mais peu disposent d'outils réellement fiables.
Le module Liquidity Planning permet de construire des prévisions qui soient multi-sources, multi-horizons, donc de réaliser des simulations, d'analyser automatiquement les écarts entre le prévu et le réalisé. Donc cela permet une nouvelle fois un gain de temps, une forte fiabilisation des prévisions, une réduction des erreurs en limitant tous les traitements manuels. Et donc pour les équipes dirigeants, l'enjeu finalement il est surtout décisionnel. Donc ça permet de piloter les financements, les investissements, les placements, donc sur cette base de cash réel et non plus seulement sur des hypothèses. Donc ce module, là, il reprend trois items de la trésorerie, donc les hypothèses budgétaires, ce que Agicap appelle les engagés, donc via les factures clients et fournisseurs, et ensuite le réalisé, ce qui nous permet d'avoir les trois échelles différentes. Pardon. Et donc le but de ce module, c'est d'affiner sa stratégie à long terme. Euh, Par exemple, en identifiant un besoin de financement complémentaire, ce qui permet d'anticiper la recherche du mode de financement. D'ailleurs, entre ces deux modules-là qu'on vient de voir, Cash Management et Liquidity Planning, s'intercale une vision à 13 semaines qui permet d'offrir un niveau de granularité complémentaire. Une fois qu'on a vu ces deux leviers, enfin, ces leviers de trésorerie, on va s'attaquer au purchase to pay, donc au poste fournisseur. Euh, donc c'est un levier majeur de performance de cash. Donc Agicap automatise l'intégralité de cette chaîne, donc de P2P, de la gestion des budgets au bon de commande, en incluant les notes de frais, jusqu'au paiement et à la génération du journal d'achat. Donc le tout en étant plateforme agréée. Donc d'ailleurs Joseph va détailler ce sujet dans la slide suivante en abordant le recouvrement et suivi post-client. Euh, donc côté opérationnel, ce P2P se traduit par une réduction très forte des tâches manuelles, un meilleur contrôle des dépenses et du coup une accélération de la clôture comptable. Et en termes de bénéfices financiers, l'enjeu est triple. Il va être de réduire les dépenses, mieux piloter les délais de règlement ou les remises fournisseurs, le tout en améliorant la relation avec les partenaires. Donc, Joseph, je te laisse la main pour cette partie. Oui, exactement. Et bien, du coup, je vais aussi en profiter pour dire un mot sur le fait qu'on soit maintenant immatriculé définitivement, non plus sous réserve, définitivement plateforme agréée. Et du coup, un mot sur la réforme de la facturation électronique. Donc, je pense que vous êtes tous au courant de cette réforme, de son échéance qui arrive très vite en septembre. Et nous, du coup, le parti pris qu'on a fait, c'est de se dire que cette réforme allait justement nous offrir une mine d'or d'informations dont les directions financières allaient pouvoir se servir pour fiabiliser leur prévisionnel de trésorerie. Donc moi déjà, je suis curieux si vous pouvez prendre un moment dans le chat pour me dire où vous en êtes, si le sujet chez vous de la réforme de la facturation électronique est prioritaire ou si vous comptez vous en saisir plus tard dans l'année. Si vous êtes déjà équipé, par exemple, je suis aussi très intéressé par ce sujet-là. Mais nous, ce qu'on voit, c'est que cette réforme, donc je vous l'ai dit, va nous donner des informations supplémentaires grâce à un suivi bien plus efficace de l'avis de la facture chez vos clients. Donc la réforme va nous permettre de suivre un certain nombre de statuts. Est-ce que la facture a été correctement reçue? Est-ce qu'elle a été traitée? Est-ce qu'elle a été mise au paiement? Est-ce qu'elle a été définitivement payée? Ou au contraire, est-ce qu'elle a été rejetée? Et du coup, toutes ces informations-là, vous allez pouvoir les utiliser pour rendre votre prévisionnel de trésorerie plus fiable, puisque c'est pas du tout la même chose. Enfin, on peut davantage compter sur une créance qui a été mise au paiement que sur une créance qui n'a même pas encore été traitée par son client. Et donc, c'est toutes ces hypothèses-là, on va pouvoir les intégrer dans son prévisionnel de trésorerie. Et donc, nous, on a un module dédié justement au suivi du poste client avec donc le suivi du DSO, les moyens de paiement, mais aussi la possibilité d'effectuer un certain nombre d'actions très opérationnelles, notamment des plans de relance
automatisé avec la possibilité d'ajuster les messages pour améliorer votre recouvrement. Du coup, vous avez toute cette visibilité consolidée qui vous permet de suivre tous vos clients, de pouvoir faire un zoom sur un client pour voir où en sont chacune de vos factures chez lui. Donc, vous avez cette visibilité sur la balance AG globale, la balance AG détaillée, et puis du coup aussi le risque client. Donc, vous pouvez tout à fait fixer des seuils maximum pour diminuer ce risque client, pour vous prémunir, par exemple, contre les mauvais payeurs. Et encore une fois, donc on a cette liaison avec tout votre système comptable. Vous avez la possibilité de travailler sur vos écritures, d'effectuer toute votre pré-comptabilité du journal de vente directement depuis Agicap pour l'exporter vers votre ERP ou outil comptable. Et on intègre aussi tout un système justement d'affacturage, parce qu'on sait que parfois c'est un levier extrêmement précieux pour disposer des liquidités nécessaires à court terme. Et donc, vous avez la possibilité de modéliser le choix de céder ou non certaines de vos factures à un facteur. Donc là encore, les enjeux opérationnels, je pense que vous les voyez très bien, avec le fait d'automatiser, évidemment, un gain de temps à la fois pour les équipes commerciales, pour les équipes administration des ventes, et aussi pour l'équipe comptable. Et puis après, du coup, aussi une information beaucoup plus fiable sur son délai moyen de paiement, sur ses factures échues à plus de 60 jours. Parfois, on a même des clients qui, justement, travaillaient sur des factures échues à plus de 90 jours et qui ont vu une diminution significative de leur délai moyen de paiement, de leur DSO, grâce à Agicap et à ce suivi beaucoup plus précis des factures clients. Et donc ça, évidemment, ça a un impact financier énorme avec toute cette trésorerie qui est rendue disponible grâce à un encaissement et un recouvrement plus rapide. Et puis après aussi, du coup, l'inter- euh, l'interfaçage entre notre module de gestion du poste client et notre module de prévision de trésorerie vous permet de faire un arbitrage intelligent sur le besoin ou non de céder ces factures à un facteur. Et donc, du coup, vous pouvez diminuer le recours à votre facteur et augmenter votre marge de la même façon, tout en, bien sûr, continuant à piloter votre risque client. Merci Joseph. Donc une fois que ces flux sont fiabilisés, côté trésor, fournisseurs et clients, donc l'enjeu est de les exploiter. Et Agicap transforme ces flux de trésorerie en analyse sur mesure, donc à travers des tableaux de bord personnalisables, une vision consolidée multi-entité et également un accès mobile. Donc l'objectif n'est pas de produire plus de reporting, mais de donner une information qui soit plus lisible, accessible à tout moment et réellement utile à la prise de décision. Donc on passe d'une vision fragmentée à un pilotage global du cash, donc partagé entre les équipes finance et le management, mais également en externe. Donc cela peut permettre de communiquer avec toutes les parties prenantes, donc les créanciers, les fonds, etc. Donc, pour conclure cette partie et avant d'aborder la mise en pratique, Agicap, on l'a vu, c'est avant tout une plateforme modulaire tout en un qui centralise l'ensemble des leviers de pilotage du cash. Donc du cash management à la prévision, en passant par les cycles fournisseurs et clients. Le tout repose sur une connectivité bancaire et ERP au cœur de la plateforme, comme a pu l'évoquer Joseph, ainsi que du coup un reporting transverse. L'objectif donc n'est pas d'ajouter un outil en plus, mais de structurer et fiabiliser les flux pour permettre un pilotage du cash qui soit plus simple, plus lisible et plus efficace. Donc maintenant que ce cadre est posé, on va passer à la mise en pratique avec des cas concrets issus du terrain. Joseph, est-ce que tu veux faire un commentaire rapide avant que j'affiche la stack finance Non, non, du pour coup, faire la effectivement, transition? c'est une stack finance qu'on voit chez plusieurs de nos clients avant la mise en place d'Agicap. Et nous, justement, enfin, le parti pris et le différenciant dont on est convaincu chez Agicap, c'est cet aspect tout en un, à la fois pour fluidifier la communication entre les différents modules, entre les différents éléments qui alimentent les prévisionnels de trésorerie, comme tu l'as dit, Hippolyte, mais aussi pour tout simplement rationaliser les coûts.
vous négociez avec un seul outil, vous négociez avec une seule équipe commerciale, plutôt que de devoir gérer votre abonnement à 3, 4, 5, 6, voire plus solutions différentes pour suivre vos flux financiers. Et du coup, ouais, Hippolyte, si tu veux justement donner peut-être des exemples concrets de clients que tu as pu accompagner. Oui, l'idée, effectivement, bah, je vais reprendre aussi cette slide-là qui est volontairement un peu dense parce qu'elle reflète la réalité, une réalité qu'on peut rencontrer fréquemment au sein de PME, ETI. Euh, D'ailleurs, cette slide est à mettre en perspective avec celle qui arrive tout de suite après, puisqu'on retrouve une accumulation d'outils spécialisés, donc ERP de facturation, outils de relance client, surtout beaucoup de fichiers Excel pour les prévisions, etc. Donc, le problème, c'est pas tant les outils en eux-mêmes, mais les multiples flux et intégrations nécessaires entre chacun d'eux. Donc, ce qui peut générer des décalages et une perte de données en temps réel, une forte dépendance également à des traitements manuels qui peuvent générer des erreurs. On l'a évoqué déjà. Euh, et donc, ça entraîne, ces cas de figure-là, une trésorerie qui est souvent pilotée avec des informations partielles ou même décalées. Et la réponse que propose Agicap dans ce modèle tout en un, c'est consolider tous les outils dans cette plateforme unique au service de la performance cash. Euh, Agicap se connecte facilement aux ERP, logiciels comptables pour récupérer toute la donnée client-fournisseur et globalement comptable, centralise la gestion trésorerie court et long terme, donc avec les connexions bancaires, EBIX, etc. euh, et nous offre un aperçu également, des fonctionnalités sur le poste client et le poste fournisseur. Donc, toutes ces connectivités et ces interfaces au cœur de, de ce dispositif nous permet d'avoir des données fiabilisées, synchronisées et exploitables dans le reporting et l'analyse. Et donc, c'est de cette manière qu'on passe d'une stack fragmentée à pardon, cette vision consolidée, plus simple et plus lisible. Donc voilà ce qu'on peut rencontrer lors des phases d'implémentation d'Agicap, un passage de cette vision à celle-ci. Euh, voilà ce que je peux vous dire concernant cette mise en pratique. Euh, Joseph, est-ce que tu voyais des éléments à ajouter? Non, du tout. Et bah, je pense que tu as dit l'essentiel. Je vois qu'il nous reste un peu de temps. Si jamais, pour le moment, il y a pas de questions dans le chat, mais si vous en avez, n'hésitez surtout pas à nous les donner. Comme ça, on peut profiter des minutes restantes pour répondre à vos éventuelles interrogations ou pour revenir plus en détail sur certains des éléments qu'on vous a présentés. Complètement. On a, alors, figure des slides 38 et 40, donc qui font office d'annexe, enfin, qui détaillent le cycle client et le cycle, donc cycle client ici et le cycle fournisseur, qui pourront être consultés après le webinaire sans problème. Donc voilà, en attendant les questions. Donc pour conclure, Agica voilà, permet de transformer les constats macroéconomiques que nous a évoqués Joseph là, lors de cette première partie du webinar, les incertitudes, la pression sur le cash, le besoin de fiabilité. Donc Agica permet de les transformer en levier opérationnel concret. Et donc à travers cette plateforme modulaire.